Donc tu es directeur régional de Paris Enedis depuis, ça fait un an. Ça fait un an. Tu as un passé insulaire et un passé, oui, doublement insulaire, parce que tu étais dans les îles, mais tu étais aussi dans la périphérie de l'avion avant le Brexit. Voilà, cette présentation est en fait, voilà, on te passe tout de suite la main pour ta présentation. Donc bien, bonjour à tous, ravi d'être parmi vous ce matin pour vous parler de la résilience d'Enedis. Donc déjà, Enedis, comme ça a été mentionné, on est concessionnaire pour la ville de Paris, ravi de l'être et de partager la vision à long terme. Ça veut dire, Sébastien, que je pense que parmi les 6 grandes priorités pour la résilience, il y aura des choses qui feront écho dans ma présentation. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, il ne vous aura pas échappé que sur le plan électrique, on est de plus en plus dépendant. Alors certes, la résilience date des Romains, etc. Mais la dépendance à l'électricité devient de plus en plus forte. Ça a été dit tout à l'heure, sans électricité, au bout d'un moment, vous n'avez plus d'eau, vous n'avez plus de téléphone. Et donc ça, tout se passe bien quand on a de l'électricité, mais quand on n'en a pas, je peux vous dire que mon portable va sonner quelquefois. Ensuite, la tolérance à ne plus avoir d'électricité croît également. J'ai fait quelques crises et j'ai eu le privilège de participer à 99. En 99, hors de Paris, la tolérance, c'était quand est-ce que je vais avoir de la lumière et quand est-ce que mon congélateur va commencer à décongeler. C'était ça dans les régions rurales. Donc ça veut dire que pour le distributeur d'énergie, on cause d'heures, peut-être de jours pour réparer parce qu'il y a une forme de tolérance. De nos jours, vous le savez sans doute, le premier impact est ma bande Wi-Fi. Et là, on ne cause pas de secondes, on cause de quelques minutes. Si vous avez des ados, vous voyez ce que je veux dire quand la bande tombe en panne à la maison. Et donc, ça signifie plus sérieusement que la tolérance collective à plus d'électricité a largement diminué. Donc, ce sont des choses sur lesquelles il nous faut nous travailler. Enedis, vous avez peut-être sûrement entendu parler de RDF, c'est la version d'avant d'Enedis, le distributeur d'électricité. Aujourd'hui, Enedis est devenu un Distribution System Operator. Alors, désolé pour l'anglicisme, c'est mon ancienne vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une vue plus holistique du système dans lequel on évolue. Certes, il y a de la technique, et je vais vous en dire quelques mots pour ne décevoir personne, mais il y a un environnement dans lequel nous sommes inclus, un environnement de données, un environnement humain qui est au cœur de nos métiers. Qu'est-ce que je veux dire par là? Comment mesurez-vous la contribution d'Enedis? Vous, dans votre vie personnelle. Tant qu'il y a du courant, tout va bien. Hein, voilà. Donc ça veut dire que nous, dans nos métiers, on mesure ce qu'on appelle le temps de coupure moyen pour Paris. C'est-à-dire qu'on prend la somme de tous les Parisiens et on dit, voilà, j'ai coupé malheureusement un tel et un tel pendant X minutes, et au total, on a un chiffre à l'année. Ce chiffre à l'année, il est de 15 minutes. Donc l'année dernière, en 2016, on a coupé en moyenne un Parisien pendant 15 minutes pendant l'année. Pour moi, c'est la première mesure de résilience. Alors, vous allez me dire 15 minutes, c'est beaucoup. Oui, si ma bande Wi-Fi tombe en panne 15 minutes, c'est embêtant. Bon, je vois les gens du tout. C'est parmi les meilleures barrières mondiales. Donc, sans faire trop de cocorico, 15 minutes, c'est parmi les meilleures métropoles mondiales. Alors, forcément, je ne vais pas dire qu'on est meilleur que la reste de la France, c'est un peu vrai, parce que la moyenne est à 1 heure en France, avec l'ensemble des territoires montagnards, des régions plus distantes, etc. Donc, 15 minutes, ça place Paris parmi le peloton de tête mondiale. Alors, pour ma défense, je dis parfois on n'en est pas les premiers, on aimerait beaucoup l'être. Vous avez des villes comme Dubaï, qui sont devant nous, mais certes avec des réseaux beaucoup plus récents et certainement pas à l'histoire de notre jolie capitale. Donc voilà comment on mesure la résilience. Je vais vous parler technique, mais avant je voudrais vous parler du rôle d'Enedis dans la résilience globale. Pour vous dire par exemple que Enedis embauche 100 personnes par an sur Paris, alors beaucoup plus sur le territoire national, qu'on a un rôle d'intégrateur social aussi. On a une politique d'insertion au sein de nos équipes, en partenariat avec la ville et avec Antoinette Bull par exemple. Donc l'idée qui consiste à dire que la résilience, ce n'est pas uniquement la panne technique du réseau, elle a été pour nous complètement intégrée. Elle a été intégrée sur le plan des données aussi.
Donc je n'ai pas de slide, mais je vous invite simplement à taper Enedis Open Data et vous allez voir que vous avez accès à un nombre incalculable de données. Toutes ne vous intéresseront pas toutes, hein. Mais pour nous, de mettre à disposition de l'open data, eh c'est de créer cette liaison avec l'ensemble de la population de Paris pour qu'on puisse être plus interconnectés, plus solidaires. Enedis est une grosse entreprise. Donc, c'est bien utile dans la fonction territoriale de pouvoir travailler avec mes collègues à l'est et à l'ouest de Paris. Mais on a aussi, je pense, depuis quelques années maintenant, compris que notre salut à long terme et en cas de crise dépendait aussi du local, voire du micro-local. Et à ce titre, on travaille avec plein de régies de quartier dans Paris qui sont nos relais. L'ensemble des gens qui vont pouvoir travailler avec nous au plus proche des clients, au plus proche des bâtiments. Aujourd'hui, il est très compliqué pour Enedis d'avoir un simple accès à ses clients. Et donc, en passant par des concierges, des régies de quartier, on arrive à créer des relations durables, des relations connectées qui nous aident beaucoup, beaucoup en temps de crise. Donc, voilà, c'est cette idée un peu holistique que l'on défend, y compris sous l'angle de la lutte contre la pollution. Là, on est dans la résilience à long terme, avec notre flotte de voitures qui passe complètement à l'électrique, que chaque fois qu'on peut raccorder une borne électrique dans Paris, on le fait. Et très récemment, on travaille aussi sur des sujets comme la pollution, y compris à Enedis. Forcément, vous attendez moi que je vous parle un petit peu technique, donc je vais le faire bien volontiers, mais pour vous dire qu'il faut lutter contre les problèmes climatiques présents et futurs. Aujourd'hui, le climat est d'ores et déjà déréglé. Il y a peut-être encore des sceptiques, mais il faut vraiment qu'ils s'achètent des loupes. Parce que le climat est déréglé. Comment le voit-on à Paris? Eh bien, on a des phénomènes brutaux de plus en plus fréquents. Donc, je parle des orages. Des orages, vous savez, l'électricité et l'eau ne font pas mon ménage. Donc, c'est pour nous quelque chose de majeur. Des risques de forte chaleur également. On a parlé de canicule. On a parlé de la qualité des réseaux à Paris. Paris bénéficie d'une infrastructure technique, je dirais, d'avant-garde. L'ensemble de nos réseaux sont souterrains, il n'y a absolument aucun mètre de réseau aérien dans Paris. Donc ça, on peut s'en réjouir, que ce soit en moyenne ou en basse tension, et ce réseau est doublé dans sa totalité. C'est ce qu'on appelle la double dérivation, qui donne l'opportunité, en cas de panne, de basculer immédiatement sur un autre système. Tout ça, c'est très très bien, mais quand il fait très très chaud et pendant des jours entiers, ce réseau est vulnérable. Donc le mois de juillet et le mois d'août sont des moments critiques pour Enedis à Paris et on entreprend des programmes de sécurisation. Ensuite, on l'a dit, être plus résilient, c'est savoir s'adapter. Donc un réseau qui s'adapte, c'est un réseau qui est capable d'anticiper de par toute son électronique, tous ses automatismes, capable d'anticiper les pannes et lorsqu'une panne arrive, de fermer un interrupteur pour faire simple, pour passer sur une source d'alimentation. C'est ce qu'on appelle l'autopsychiatrisation. Et là, on ne parle pas forcément de smart grid peu intéressants comme ceux que vous avez pu citer, mais là, ce sont vraiment des smart grids qui nous rendent un fier service, puisque ces smart grids nous permettent, avec un ensemble de capteurs, d'anticiper la panne, ou si on ne l'a pas anticipé, de réagir immédiatement pour que le réseau revienne à son état initial et continue d'alimenter l'ensemble de nos clients. Donc il y a le long terme et puis il y a aussi le court terme, ce que l'on a vu avec la crue du mois de juin. Alors c'était une petite crue, alors, je sais que les équipes me disent, je ne suis pas d'accord avec mon analyse, mais ça reste une petite crue dans laquelle on a beaucoup appris. Donc vous voyez quelques images, ce que l'on a beaucoup appris, et c'est probablement un des deux points que je souhaiterais mettre en avant dans ma présentation, c'est l'humilité. On peut certes se dire qu'on a un beau réseau, on a un réseau qui vaut 15 minutes, on est moderne, etc. Oui, mais soyons humbles. Parce que juin nous a montré que, en réalité, si on veut être honnête, une crue centenale serait très très difficile à contenir. Et qu'on a encore, même si plein de choses sont en place, même si on l'a vu, chacun des opérateurs qui travaillent à Paris et en lien avec le territoire a des plans anti-crues très avancé. On voit aujourd'hui que le talent d'Achille collectif, et ça a bien été dit dans les débriefings, c'est notre interaction. On a des beaux plans, mais ils ne sont pas encore assez interconnectés.
Je vous donnerai un exemple très simple. Nous, on protège notre réseau, donc on essaie d'isoler chaque fois qu'il y a une crue les parties sensibles. Et bien, il s'avère que parfois, on isole des transformateurs très sensibles pour d'autres partenaires. Et donc, il faut encore que l'on se parle pour dire, oui, mais vous avez, vous, par exemple, le système de gestion de crise sur tel serveur, et nous, on a prévu de couper tel serveur à partir du flux de tel. Ça, ce sont des choses sur lesquelles il nous faut encore beaucoup travailler ensemble pour avoir la prétention non pas de lutter contre une crue centrale, mais d'y réagir de manière plus forte. L'investissement pour nous est un point majeur. Il nous faut bien parler d'argent. À Paris, on investit beaucoup sur les réseaux. On investit 100 millions par an sur les réseaux pour justement les moderniser, les rendre moins vulnérables. Donc ça, c'est vraiment du très long terme. C'est dans le cadre d'un partenariat long terme avec la ville. Et c'est pour nous essentiel. Parce qu'investir sur les nouveaux systèmes nous permet de mieux résister. Ensuite, il y a des enjeux de sécurité. Là, c'est quelque chose de nouveau. Et je vous donnerai l'illustration. Il y a 20 ou 30 ans, un poste source dans Paris était une source de fierté parce que c'était d'abord une belle intégration architecturale, il y avait des façades haussmanniennes ou en souterrain, et c'était un objet hautement technique, donc finalement on était assez fiers et on a eu le droit de le faire visiter franchement. Aujourd'hui, un poste source est quasiment inadmissible dans l'univers dans lequel on vit, ce qui rend notre résilience bien plus difficile. Et donc, on entreprend avec Google d'enlever toute identification de nos postes sources sur le net. Ce serait un peu embêtant. Donc, voilà pour vous donner un petit peu la nature des enjeux qui sont les nôtres aujourd'hui. Il n'y a pas de résilience si on travaille tout seul, je l'ai dit tout à l'heure avec nos collègues, mais aussi avec l'ensemble de nos partenaires, que ce soit préfecture de région, zone de défense, tout passe par là, par une collaboration sans faille dans la préparation et dans l'action ensuite. C'est promis un peu technique, donc forcément on va en faire. Le passage de la Seine que vous voyez ici, depuis maintenant une bonne dizaine d'années, on travaille à isoler ou à tronçonner nos réseaux. Alors désolé pour les non-techniciens, je vais essayer d'être simple. Ça signifie quoi? Ça signifie que si vous avez un réseau qui est situé à 500 mètres de la Seine, et qui est proche de la Seine, et que ce réseau est fait d'un seul tenant, dès lors qu'un bout du réseau va être en contact avec l'eau, vous devez isoler toute l'arborescence, par souci de mise en sécurité de l'ensemble de nos clients. Donc c'est assez simple, on essaie de, en théorie, il faut quand même ouvrir pas mal de rues, etc., mettre des organes de manœuvre, on essaie de tronçonner et de raccorder par d'autres biais pour faire en sorte qu'on isole uniquement la partie qui est dans l'eau ou qui a les pieds dans l'eau, et que l'ensemble du reste ne soit plus en contact et donc plus en risque. Ça nous a permis, pour un niveau de crue donné, de réduire de 30% les clients impactés par ce qu'on appelle des mises en sécurité du réseau. En cas de crise, et notamment en cas de crise d'inondation, Enedis aura un enjeu de communication. C'est pour ça que j'accordais vraiment une oreille toute particulière à Safer. Pourquoi? Parce que nous allons couper des clients qui n'ont pas les pieds dans l'eau. Je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde, simplement pour les protéger. Et là, il faut avouer que personne ne comprend vraiment, ou même si ceux qui comprennent, ça les dérange beaucoup. Donc notre enjeu, c'est d'expliquer pourquoi on coupe à titre préventif. Et donc en réduisant le nombre de clients impactés, ça nous aide beaucoup. Ça, c'est le premier enjeu d'Enedis en cas. Le second enjeu, c'est de repartir le plus vite possible. C'est-à-dire qu'une fois que la décrue est passée, de remettre tout le monde en service. Alors ça paraît simple, mais il faut imaginer qu'il y a toutes sortes de nettoyages, des gros chantiers, pour justement des raisons de sécurité et pas uniquement de rapidité de réalimentation. Et donc ça se travaille à l'avance. Ça se travaille dans la méthode, on coupe à titre préventif pour éviter que l'ensemble des organes du réseau ne soient détériorés par un court-circuit ou autre. On pose également des postes dits semi-étanches, qui ne sont pas vraiment étanches parce qu'il y a toujours des câbles qui arrivent, mais on les met dans des enveloppes sur lesquelles ils ne sont pas pollués par l'eau et donc on peut réenclencher plus rapidement. Donc voilà les chantiers que l'on fait au niveau technique. En termes de gestion de crise, je vais le faire assez rapidement, ce sont les basiques. Se préparer, collaborer, avoir un système de veille, d'alerte, et puis surtout apprendre.
à prendre pour qu'on ne revienne pas à l'état initial, mais meilleur et plus résilient. Donc on a à Enedis bien sûr un ensemble de scénarios, puisque on a déjà affronté quelques crises. Donc on tient à jour des annuaires complets, on travaille avec l'ensemble des parties prenantes. Ensuite, il nous faut disposer d'un système de veille. Donc ça a été très bien dit par Seifer, on a nos propres systèmes de veille qu'on essaie aussi d'interconnecter avec l'ensemble des parties prenantes. Et puis une spécificité Enedis que vous connaissez sans doute, c'est un peu le GIGN d'Enedis, si je puis m'exprimer ainsi. C'est notre FIA, c'est les leçons que l'on a apprises de la tempête de 99. En 99, on a réagi, je pense qu'on a bien réagi, mais il faut avouer qu'on avait encore plein de choses à apprendre. Et donc on a décidé de mettre en place une base d'à peu près 3000 collaborateurs avec des plateformes préétablies qui font qu'en moins de 24 heures, on est capable d'avoir des équipes sur zone prêtes à intervenir. Donc ils ont des kits FIR. Alors si vous êtes à la montagne ou dans des zones avec des lignes aériennes, c'est pour réparer les lignes aériennes. Si vous êtes à Paris, ils viennent avec des kits anti-inondation prêts. Les équipes sont préformées, pré-entraînées. Et ça a montré toute son utilité dans la vitesse de réalimentation. Donc voilà un petit peu comment aborde Enedis sa vision à la fois holistique de la résilience dans la capitale. Et je voudrais finir sur un aspect plus humain qui est l'évolution de nos sociétés, de notre mode de management et comment on réagit face aux crises. Dans les années 50-60, le mode de management qui dominait dans les entreprises et les institutions, c'était le management un petit peu militaire. Ce que vous décriviez, Sébastien, par le top-down. On donne un ordre, et ça fonctionnait trop mal. Après, dans les années 70-80, ça s'est développé. Pourquoi ça fonctionnait bien? Que les choses étaient prévisibles. On était dans des contextes économiques, sociaux, de croissance, dans lesquels on avait une vision à 4-5 ans ou à une année, dans lesquels on mettait en place des choses, ça fonctionnait. Dès que le monde est devenu un peu plus instable, avec la crise économique des années 70, là oui, ce modèle a été très étudié. On est passé à un autre mode de management participatif, qui n'a pas vraiment fonctionné non plus. Et aujourd'hui, on parle d'un mode coopératif. Pourquoi je vous dis ça dans une gestion de crise? Parce qu'il y a eu à New York, dans les années 2000, un incendie très célèbre dans lequel les meilleurs pompiers du monde, Fire Brigade de New York, se sont cassés les dents parce qu'ils étaient face à une situation qu'ils n'avaient encore jamais vue et les processus qui suivaient n'ont pas fonctionné. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que dans le monde qui est le nôtre, il serait vraiment assez peu humble de dire qu'on connaît ce qui va se passer, qu'on sait comment se préparer aux crises, et que donc de travailler de manière coopérative avec l'ensemble des parties prenantes. Ce n'est pas uniquement les institutions, mais c'est l'ensemble des habitants de Paris et au-delà. C'est probablement notre seule chance de faire face à des crises qui seront par définition nouvelles et par définition pas prévues. Voilà, je vous remercie.